pensait qu'un bon point de départ, c'était en tout cas de confronter les pensées de Nietzsche et d'un penseur du sport qui lui était contemporain, donc évidemment Pierre de Coubertin. Les deux ont évolué à la fin du 19e siècle. C'est à partir de cette confrontation que j'ai vu que finalement, par rapport à mon ressenti de sportif de haut niveau, celui qui parlait paradoxalement le mieux du sport, c'était pas celui à qui on s'attendait le plus. Alors pour Pierre de Coubertin, en fait, le sport doit avoir avant tout une vertu éducative. La manière dont le sport renaît à l'époque moderne, c'est pour ce à quoi il sert que le sport renaît. Parce que le sport, ça sert à apprendre à se dépasser soi-même, apprendre à vivre en groupe, à collaborer, à prendre l'entraide. Il y a toute une idéologie du fair play chez Pierre de Coubertin. C'est ça la phrase de Coubertin, l'important c'est de participer. C'est une phrase que de Coubertin a reprise à, je crois, un chanoine anglais. Donc c'est là aussi où on voit l'origine religieuse, chrétienne notamment, de toute cette idéologie du sport moderne. Pierre de Coubertin était un laïc, mais donc le sport moderne serait peut-être une forme sécularisée du christianisme, en tout cas de la religion. Le sport moderne est hypocrite, en ce sens qu'il affiche des valeurs qui en réalité sont assez éloignées de ce qui fait vivre réellement le sport et les sportifs, ou de ce qui sous-tend réellement le sport. Il y a des intérêts en tout cas qui se sont rattachés à cette idéologie dominante. You can do it, c'est l'idée que voilà, chacun peut être un champion. Non, par définition, chacun ne peut pas être un champion. Le champion, il est unique, c'est l'exception. Donc voilà, c'est là où il y a l'hypocrisie. Pour de Coubertin et de manière plus générale pour l'idéologie moderne du sport, on va dire, c'est le collectif qui prédomine. Je pense que dans les faits, euh, le sportif, c'est avant tout quelqu'un qui a une individualité extrêmement forte et développée. Un vélodrome, oui, c'est une aire de combat. Forcément, on a l'image des rendez-vous sur piste où les sprinteurs se toisent et pendant 2 tours avant de laisser libérer la puissance. Donc c'est à la fois justement le contrôle, et puis l'excès, le débordement et l'ivresse, oui. Et donc, ouais, il y a quelque chose d'animal quand on pense à une piste, quand on pense à ces sprinteurs surtout qui occupent cette piste. Je pense que dans le sport, on retrouve une certaine animalité que on n'est pas le même quand on pratique un sport que dans la vie entre guillemets normale. C'est pour ça, je pense aussi que le sport est aussi
à la mode peut-être en ce moment, c'est parce qu'il y a tellement de, on a tellement besoin d'être dans le contrôle dans la société où il y a de tels impératifs de bienséance, de maîtrise, de respecter les codes que on a besoin d'espace où se libérer et c'est pour ça que dans le même temps, en même temps qu'on a une vie d'entreprise très rangée qui se développe, et bien dans le même temps on a des sports extrêmes, l'ultra trail, les Ironman, ou ces choses-là qui se développent en même temps. Je pense que c'est les deux faces opposées mais qui se répondent l'une l'autre, quoi. Dans mon mémoire, je parle justement de l'association de l'apollinien et du dionysiaque, en faisant référence à Nietzsche et à deux figures importantes de l'œuvre de Nietzsche. Apollon qui serait le dieu de la maîtrise, de la bonne proportion. Par exemple, le sportif serait apollinien au quotidien, tant qu'il devrait voilà, suivre certaines règles, rester dans les clous. Mais il y a une deuxième figure, et c'est sans doute celle-ci la plus importante chez Nietzsche, c'est Dionysos. Et Dionysos, c'est le dieu de l'excès, de l'ivresse, voilà, du vin et de la fête. Et, et donc, c'est le dieu aussi du dépassement. Et, euh, et donc, le sportif, à un moment donné, il faut qu'il laisse un peu Dionysos venir déranger Apollon et faire voler en éclats tout, toute cette science et cet ordre pour partir réellement dans le désordre et partir dans des territoires inconnus qui seront le terreau de moments d'exception, de moments sportifs d'exception. On voit beaucoup ça aujourd'hui, l'utilisation des capteurs de puissance. Le sportif sait qu'il ne doit pas dépasser telle puissance. Bon, en réalité, si on raisonne toujours comme ça, on s'interdit de l'exploit, le progrès, la performance exceptionnelle, alors que le sport, c'est ça. Voilà, chez Nietzsche, il y a réellement l'association des deux. Euh, Dionysos vient pas tuer et faire taire complètement Apollon. Après c'est une lutte qui s'engage, mais une lutte qui peut aussi être qu'on peut aussi voir comme une danse, comme une entente dans la discorde, dans l'opposition. Le surhumain, c'est donc le dépassement, non pas comme un Superman ou, euh, ou un mutant ou quelque chose qui serait au-dessus. Il faut le comprendre comme une, euh, un dépassement de l'humain, mais un dépassement interne, une pleine expression en fait de l'humain. Donc c'est ce dépassement qui repose sur le dionysiaque en fait, qui vient terrasser Apollon pour que l'humain s'exprime dans sa pleine mesure en réalité.
gérer le... Ouais, moi je suis entraîneur sur les Benjamins et les Minimes avec un groupe élite de Caluire. D'accord. Qu'est-ce que vous cherchez à leur inculquer en fait? Déjà au départ, déjà eux ils ont fait un choix d'un sport qui n'est pas facile, par exemple comme le vélo, où tu t'entraînes pas forcément dans des conditions, souvent dans des conditions extérieures. Donc tu vois, il fait froid, tout ça, ils sont là, ils sont motivés, là ils préparent les compétitions, puis on leur inculque le goût à l'effort, quoi. Ce qui est un petit peu perdu un petit peu dans notre social. Ils sont réceptifs oui, par rapport à ça. Ouais. T'es toujours en train, moi je suis toujours en train de les encourager, de les valoriser parce que c'est quand même pas facile. Oui, c'est sûr, dans le froid. Et puis ils n'aiment pas ça. Ils préfèrent aller faire du ludique comme ça, que quand ils sont au fond avec moi, on fait pas ça toute l'année. Ouais. Mais ils savent que c'est une période de l'année où Jean-Louis c'est l'ennemi public numéro 1, quoi. Et donc tu es obligé aussi de leur apporter quand même, de les valoriser et puis de les aider. Super. Parce que c'est un sport qui n'est pas facile. Mais bon, voilà. Le goût à l'effort, le goût de se dépasser, et puis il y en a qui se découvrent. Il n'y a pas que les premiers, le premier est aussi intéressant que le dernier. C'est ce qu'on dit dans les crosses, le premier il a les pieds dans la boue, le dernier il a les pieds dans la boue. C'est-à-dire qu'il va en baver pareil que les autres, c'est comme toi avec ton vélo. Il n'y a pas que le premier qui roule, il y a le dernier qui roule aussi. Au contraire, c'est plus dur pour le dernier bien parfois, sûr. souvent. Bien sûr. Parce qu'en plus il n'a pas la reconnaissance. Donc, il n'a pas la reconnaissance. Mais c'est à l'entraîneur d'être là. Et derrière, de savoir les prendre dans leurs bras et puis de les féliciter. Et puis, moi, je suis pas facile à l'entraînement, c'est vrai. Mais quand tu es en compétition, tu es le papa poule. Tu n'as pas le droit d'être très dur en compétition. Au contraire, c'est là qu'il faut les valoriser, leur faire prendre confiance et conscience qu'ils peuvent faire quelque chose. Le premier, il a une grosse base de progression. Et le dernier, il a la même à son niveau. Et voilà, il faut en prendre compte. Je vais m'excuser. C'est finalement, est-ce que c'est si grave d'admettre que le sport, c'est le désir de gagner? Le sport, c'est aussi un jeu, un univers un peu coupé du reste du monde. Et donc justement, on pourrait, à l'inverse, voir le sport comme un exutoire de pulsions néfastes, ou en tout cas de choses négatives ou d'une certaine violence. Et donc le fait de reconnaître que par exemple le désir de gagner a une part réellement importante dans le sport, ce serait admettre cette fonction d'exutoire du sport. Mais de Coubertin, c'est pas du tout sa manière de penser. Mais alors que c'est pas forcément une manière de penser détestable, quoi. Je pense en effet qu'on pourrait réinventer le sport une nouvelle fois à l'aune de la philosophie de Nietzsche. Mais est-ce que ce serait vraiment réinventer le sport? En fait, ce serait peut-être retrouver l'esprit initial du sport. Et c'est là où on pense et où on peut penser, où on pense au sport tel qu'il était pratiqué chez les Grecs. Ce serait un sport donc voilà, plus qui redonnerait une place plus importante au corps, plus juste, et qui redonnerait également à l'individu la place première qu'il mérite, ou en tout cas qu'il a naturellement, quoi. Pour en venir à Nietzsche, si on pense à son livre certainement le plus célèbre, Ainsi parlait Zarathustra, où on voit justement ce nouveau prophète Zarathustra sans cesse descendre et monter de sa montagne. Et là on retrouve à nouveau évidemment cet équilibre en mouvement, parce que quand il descend de la montagne, c'est pour aller voir la foule dans les villes, la masse, et donc se tourner vers le collectif. Et puis en même temps il se rend compte finalement il faut toujours qu'il remonte dans sa solitude au sommet de la montagne. Donc on va dire que s'il avait été un cycliste, ça aurait été un grimpeur.